Bonjour, bienvenue pour cette troisième journée du KIF. Nous allons cet après-midi parler d'attractivité territoriale et la façon dont on peut structurer une industrie créative de l'immersion avec 4 panélistes illustres de la région. Je suis moi-même Frédéric Josué, président de la société 18m.io. Je fais de l'accompagnement stratégique à dirigeants et par ailleurs j'enseigne à l'Institut de sciences politiques de Paris sur les industries culturelles. J'ai participé à la création et présidé le premier think tank français AFXR sur les réalités immersives mixtes et virtuelles. Et j'ai l'honneur donc aujourd'hui d'accompagner ce panel et de vous poser des questions autour de cette attractivité territoriale, plus précisément en région Grand Est, et on élargira le sujet, et on parlera de la France de manière générale. Alors, beaucoup de choses ont été dites depuis 3 jours. C'est un secteur qui pèse aujourd'hui à l'international, c'est-à-dire toutes les technologies XR, près de 30 milliards de dollars. On dit à peu près qu'en 2026, nous serons plutôt sur 150 milliards de dollars, sur un taux de croissance de plus de 30% par an. C'est cross-industrie, bien évidemment. On a vu l'hôtellerie parler, on a vu la santé, l'aérien, la défense. On a vu aussi l'éducation nationale s'exprimer ce matin sur la façon dont l'immersif permet d'engager les élèves, permet de faire vivre à certains, notamment on peut penser aux élèves empêchés, c'est le nouveau mot pour dire handicapés, de mieux les engager au travers d'expériences qui leur permettent de découvrir et de mieux apprendre. C'est un secteur et une industrie qui intéresse de très grands acteurs. On pense notamment à Facebook, où plus de 10 000 personnes travaillent aujourd'hui sur toutes les formes de technologie immersive. On va recentrer le sujet. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler de la façon dont les technologies immersives permettent de valoriser le patrimoine culturel d'un territoire. Et après, avec Marc Bourris qui va nous rejoindre, on parlera aussi de valorisation du patrimoine économique et financier, sans jeu de mots. Alors, Silver Bess, vous serez mon premier speaker, interlocuteur. Vous avez travaillé pendant 4 ans en tant qu'ingénieur sur la plateforme de réalité virtuelle InVirtuo du laboratoire de recherche iCube à Strasbourg. À la suite de cette expérience, vous avez créé la société Bsoft pour développer des applications de réalité virtuelle, puis vous avez rejoint le centre de transfert de technologie Holo3, dont on a brièvement parlé hier, où vous développez pendant 11 ans l'activité de réalité virtuelle en région Alsace, notamment dans le domaine de l'industrie. En 2014, vous lancez le projet Voyage en immersion, que vous allez nous présenter, la cathédrale de Strasbourg, avec Sepia, dont vous êtes l'un des membres dirigeants, ou même le dirigeant. Vous allez nous présenter tout ça également après Silver Bess, vous allez en parler plus largement. Vous êtes aujourd'hui président de Virtual Journey, société qui a pour vocation de développer et de commercialiser des expériences de réalité virtuelle dans le domaine du patrimoine, de la culture et du tourisme. Alors l'idée maintenant, c'est de découvrir en quoi ces technologies immersives permettent de mettre en valeur le patrimoine culturel et de permettre de le mettre en valeur au travers de votre présentation de Virtual Journey. Donc, je vous laisse la parole et je vous poserai des questions tout au long de votre présentation. Très bien, merci. Donc, Silver Bess, président de Virtual Journey, donc société créée en 2018, comme vous l'avez dit, pour créer des expériences de réalité virtuelle dans le domaine de la culture, du patrimoine, du tourisme, avec un focus particulier sur les sites historiques, les sites culturels. Alors, est-ce que ça marche? On a zappé. Voilà, donc l'objectif, en fait, l'intérêt de la réalité virtuelle, il est multiple. Et donc, pour le patrimoine culturel, ce serait d'attirer, de permettre aussi d'avoir des outils pour guider les visiteurs dans le musée. Donc ça, on parle plutôt là de la réalité augmentée, qui est une technologie très connexe. Et aussi, il y a un engagement fort des gens. Donc les gens vont s'impliquer dans une expérience de réalité virtuelle, dans une expérience de réalité augmentée, à la fois physiquement, mais aussi potentiellement derrière exploiter cet événement qui est ponctuel pour le transformer sur les réseaux sociaux et pour permettre de créer une boucle vertueuse pour faire revenir les visiteurs. Le gros intérêt aussi de la réalité virtuelle, c'est que ça marche très très bien auprès des millennials et de la génération Z, donc les 13-45 ans en gros, et ça permet d'attirer parfois des premiers visiteurs. C'est une génération native, on peut dire, de ces technologies. Totalement, oui, totalement. Voilà. Qui n'ont vraiment pas peur de l'outil. Et, voilà, et l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle est tellement bien développée qu'elle peut, on va dire, être accessible à tous, avec un peu d'accompagnement parfois. Mais c'est vrai que sur cette génération-là, la plupart des gens sont très rapidement à l'aise, voire tout de suite.
Voilà, donc vous avez parlé du projet sur la cathédrale de Strasbourg, projet qu'on a initié effectivement fin 2014. Donc Facebook venait de racheter Oculus. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans le domaine de la réalité virtuelle. Alors, ce n'est pas le premier projet en réalité virtuelle et patrimoine. Hein. Il y avait déjà eu Keops Révélé auparavant par Dassault Systèmes. Mais voilà, ça fait partie des premiers projets vraiment aboutis sur le domaine. Et donc, tout est parti du fait qu'on disposait déjà de la maquette 3D de la cathédrale de Strasbourg, qui avait été modélisée par Stéphane Potier de la société Inventive Studio pour le compte de la Fondation de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg, qui est en charge de l'édifice, et d'une volonté de tester finalement ces nouveaux casques de réalité virtuelle, les nouveaux casques grand public, parce qu'il y avait déjà des casques de réalité virtuelle avant, mais qui étaient, on va dire, plus pour la recherche qu'autre chose, un petit peu pour l'industrie, de les tester pour voir si la réalité virtuelle pouvait être intéressante pour faire de la visite virtuelle, et plus particulièrement de la visite virtuelle de zones inaccessibles dans des monuments. Donc on a choisi de développer un scénario autour de la flèche de la cathédrale de Strasbourg, donc qui n'est pas accessible au grand public parce que c'est trop étroit. Et pour ça, donc nous on était plutôt dans le domaine de la tech, on va dire, dans la partie réalité virtuelle, comment on l'utilise, la partie matérielle, etc. Et on est venu se rapprocher donc, de Sepia à l'époque pour créer une vraie histoire autour de ça, un vrai documentaire immersif, sachant que Sepia avait travaillé sur un projet qui est finalement devenu Connex, qui est le défi des bâtisseurs, voilà, qui parlait de la cathédrale. Donc voilà, le sujet vraiment se prêtait bien, en tout cas pour une coopération. On avait fait un gros docu-fiction avec Arte, des télés allemandes, qui a été montré un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que ça faisait déjà 2-3 ans qu'on travaillait sur le sujet cathédrale, qu'on connaissait vraiment par cœur. Et donc, effectivement, raconter une histoire et revenir sur la flèche et trouver ça en immersif, on avait déjà accès à tout ce qu'il fallait en termes documentaires pour pouvoir concevoir effectivement une narration, quoi. Alors, Cédric Bonin, donc co-gérant de Sepia. Alors, on est au cœur, de ce que permet l'immersif, de ce que permet aujourd'hui le numérique. C'est simplifier, faciliter et permettre à des individus qui n'auraient pas accès à une forme de connaissance, quelle qu'elle soit, d'y accéder. Donc, très clairement, vous permettez à des gens de se déplacer auprès de la flèche, c'est ce que vous m'avez dit. Dans la flèche. Dans la flèche. Et ça c'est impossible. Enfin, physiquement, j'entends. Alors, physiquement, c'est pas impossible parce que je l'ai fait, par exemple, mais c'est très difficile. Vous aviez quelques accès. En fait, c'est pas ouvert au grand public parce que ça ne pourrait pas gérer du grand public. En fait, c'est trop étroit, trop dangereux. Donc, il y a quelques visites qui sont organisées à certains moments. Je pense, par exemple, aux Journées du patrimoine. Je crois qu'il y a quelques visites qui sont possibles, mais c'est assez limité. Voilà, donc c'est surtout que c'est une zone peu accessible. Et là, en l'occurrence, on peut aller jusqu'en haut, voire voler autour de la flèche. Ça, par contre, c'est un peu plus difficile. Voilà, donc ce projet-là, donc à l'époque, je travaillais chez Holo3, hein, j'étais responsable de l'équipe de réalité virtuelle d'Holo3. Donc Sepia, on avait bien sûr la Fondation de l'œuvre Notre-Dame qui était autour du projet, la société Inventive Studio qui a modélisé la flèche, et on a créé ce parcours d'une douzaine de minutes dans cette flèche qui explique sa construction, qui explique son histoire, l'histoire des architectes qui l'ont construite, ses particularités techniques. Et donc voilà, donc ça c'était fin 2014, début 2015, et ce projet a très bien fonctionné. Une exposition a été mise en place par l'Eurométropole de Strasbourg où en fait c'était une exposition de 3 mois et à la fin il y avait plus d'1 heure de queue pour accéder en fait aux 3 dispositifs qui avaient été mis en place. Donc voilà, très, très intéressant. Et la ville, du coup, a poursuivi le projet pour que le projet soit installé de façon pérenne. Et il est depuis mi-2016 au musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg, donc où les visiteurs peuvent y accéder. Quelles sont les compétences techniques nécessaires, enfin, d'un point de vue humain, j'ai envie de dire, nécessaires pour développer ce genre de projet? Quels sont les métiers qui œuvrent à la réalisation de ce genre de projet? Alors, on verra tout à l'heure. Tout à l'heure, je parlerai du projet Lady Liberty où on va encore plus loin que dans ce projet-là. Mais globalement, la création d'une expérience de réalité virtuelle poussée autour du patrimoine aujourd'hui se rapproche de la création d'un jeu vidéo ou d'un film d'animation 3D. Je parle plutôt de jeux vidéo parce qu'il y a l'aspect interactif dans ce qu'on fait, en tout cas nous chez Virtual Journey.
C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui vont, déjà il y a l'idée, le sujet qui doit s'adapter, ou plutôt qui doit être adapté à la réalité virtuelle, il faut que ça fasse sens en réalité virtuelle. Donc c'est l'idée en fait. Ensuite on a un auteur qui va travailler sur le scénario, qui va permettre de rédiger toute l'histoire, qui va permettre de rédiger les dialogues s'il y a des personnages. Et ça c'est important, alors ce sera important pour tous les métiers, des gens qui ont une particularité sur la réalité virtuelle, ce n'est pas un auteur pour la télé ou un auteur pour du cinéma, c'est vraiment avec une spécificité autour de la réalité virtuelle. Parce qu'on peut voir tout autour de nous, l'expérience est un peu plus courte de manière générale, donc il y a des spécificités à bien connaître. Et donc là, on a le scénario, derrière on va avoir des dessinateurs, des illustrateurs, qui vont faire par exemple un storyboard, qui vont faire des concept arts de personnages, de décors, avant de passer en phase de production, donc où on va modéliser les décors, les personnages, puis animer les personnages, créer des voix, faire toute la partie post-production audio. Là, on travaille beaucoup avec Sepia pour tous ces sujets-là. Et puis une partie programmation, où on va venir assembler en fait tous les éléments, les modèles 3D, les fichiers audio, tout ce qui a pu être créé dans les bruitages, etc. pour en faire, en fait, c'est là où je parle de jeux vidéo finalement, une expérience interactive dans laquelle on va pouvoir naviguer. Et donc avec des particularités qui sont liées à l'interactivité et à l'immersion en réalité virtuelle. On n'est pas devant un écran de télé, c'est vrai qu'on voit tout autour de nous, on a des particularités au niveau de l'interaction qui vont être spécifiques pour que le visiteur finalement soit à l'aise, n'ait pas d'effet de mal du simulateur, etc., etc. Donc là, il y a beaucoup de particularités. Très bien. Voilà pour le projet sur la cathédrale. Je vais parler d'un autre projet qu'on a réalisé chez Virtual Journey, qui là, pour le coup, c'est de la réalité virtuelle, mais c'est de la réalité virtuelle à base de films plutôt. Où nous sommes allés, donc ça c'est diffusé au musée Vaudou à Strasbourg. C'est un projet autour du vaudou, où on est allé au Bénin en fait filmer des cérémonies vaudou. En tout, on a filmé une douzaine de cérémonies et aujourd'hui on en présente 4 au niveau du musée. Il faut voir que la culture vaudou en Afrique de l'Ouest est très présente dans la vie quotidienne justement des gens sur place. Et finalement, quand on visite le musée, on ne s'en rend pas forcément compte. On a des objets inanimés devant nous. On a par exemple des costumes. Et en fait, en allant sur place au Bénin, on se rend compte quelle place ça prend et comment ces costumes finalement sont utilisés dans un cadre religieux, traditionnel mais religieux. Oui. Et donc là, tout l'intérêt d'aller sur place et de filmer finalement ces cérémonies et de les restituer en réalité virtuelle, c'était de pouvoir plonger le visiteur dans la réalité en fait, de ces objets-là, tel que le culte est pratiqué en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et donner des clés de compréhension, donc tout ça c'est toute la partie scénarisation, où c'est une sorte de documentaire immersif, où en plus de voir les cérémonies, on nous apporte des informations sur ce qui se passe, sur qui sont les personnages, les vaudous par exemple que l'on va voir, ou qui sont représentés, les esprits, etc. Et à quoi correspondent certains gestes qui sont faits pendant ces cérémonies. Il y a même des rois vaudous très puissants. Et très connu. D'accord, passionnant. Voilà, et il y aura, Cédric parlera tout à l'heure de la suite de ce projet-là. Donc c'est vrai qu'aussi on parlait tout à l'heure de la cathédrale et du côté inaccessible de la flèche, mais une cérémonie vaudou, c'est inaccessible pour un Français qui se pointerait au Bénin, il ne verrait rien. C'est accessible qu'aux initiés, aux gens du village, etc. Oui. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la réalité virtuelle, c'est de cette promesse qu'on peut faire aux utilisateurs, c'est de vous emmener là et de vous donner un effet de réalité là à un endroit où vous ne pouvez pas accéder, quoi. Faire de la réalité virtuelle sur la sortie de la gare de Metz où on est, ou à l'intérieur du centre Pompidou alors qu'on peut le visiter lui-même, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, d'emmener dans des endroits qui ne sont normalement pas accessibles, que ce soit une flèche de cathédrale ou une cérémonie vaudou, c'est là que le médium a vraiment toute sa place, quoi. Alors la réalité virtuelle, elle permet de faire tomber une double barrière, qui est une inaccessibilité culturelle. Il y a une logique de transmission, c'est-à-dire que vous allez transmettre un savoir avec des logiques immersives, avec de l'émotion.
et avec un point de vue qui est point de vue du spectateur, où il peut se tourner, avoir un niveau de détail que l'on n'a pas en 2D ou qu'on n'a pas forcément en télévision, puisque c'est plutôt l'auteur qui va narrer l'expérience que l'on a quand on est sur son canapé devant ou debout, je ne sais pas, devant la télévision. Là, on va découvrir, donc il y a cette barrière culturelle que vous aidez à faire tomber, et puis il y a cette barrière physique où, en effet, Bénin, Mozambique ou dans tous les pays où on a du vaudou, vous amenez les gens littéralement avec un casque et vous les amenez à découvrir une forme de réalité qu'ils n'auraient pas forcément découvert par eux-mêmes et qui est intangible parce qu'il faut y aller, et puis il faut savoir que ça existe, quoi. Donc c'est tout à fait passionnant. C'est vrai que c'est vivant. En fait, c'est vivant sur place. C'est-à-dire, c'est une culture. Quand on visite le musée, c'est vrai qu'on voit des objets. Comme dans beaucoup de musées, on a l'impression que ça date il y a très longtemps, alors qu'en fait, pour la plupart, ces objets finalement sont relativement récents, et c'est vraiment un culte qui est très présent sur place dans la vie quotidienne des gens. Et c'est assez impressionnant. Encore aujourd'hui, même en Haïti, le vaudou, comme le condomblé dans les pays d'Amérique latine, ce sont des cultures syncrétiques, comme on dit, qui sont encore très puissantes et très prégnantes, au sens elles font encore évoluer et structurent les sociétés. Moi, j'ai envie de vous poser une question. À ce stade, vous avez fait de la recherche. En quoi la R&D, elle a un impact, ou elle est nécessaire, elle est importante dans le développement de ce genre de projet? Je m'explique. On parle d'argent, on parle donc de développement d'outils. En quoi vous avez besoin de développer des outils, de développer des logiciels, de façon à mieux œuvrer, de développer ces œuvres? Alors, en fait, moi j'ai travaillé dans le laboratoire de recherche, c'était à partir de en gros 2002 jusqu'à 2005, 2006 même, 2007. C'est vrai qu'à l'époque, la réalité virtuelle, c'était un sujet de recherche. C'était pas... Finalement, on développait la technologie, en fait. C'était comment on interagit dans une scène en réalité virtuelle, etc. Il n'y avait pas tous ces casques qu'il y a aujourd'hui qui permettent d'aller vite, de faire des choses facilement. On était sur des très gros écrans. Donc ça, c'était ce qu'on faisait, on va dire, il y a maintenant quasiment 20 ans. Et aujourd'hui, la réalité virtuelle, ça a complètement changé. En termes de recherche, on est plus sur de la recherche finalement un peu appliquée. C'est-à-dire qu'on va avoir un besoin spécifique sur lequel on va vraiment travailler. Alors, il y a des vrais sujets de recherche par ailleurs en réalité encore et toujours, comme par exemple, vous parliez tout à l'heure de handicap, de choses comme ça, donc il y a des sujets de recherche vraiment spécifiques sur ces sujets-là. Nous aujourd'hui, enfin moi en tout cas dans ma pratique, la R&D, ça va être sur vraiment des points très spécifiques. Je vais donner un exemple sur le projet Vaudou. Donc c'est sur la numérisation d'œuvres d'art. Où en fait on avait besoin, donc on a fait appel à l'Université de Strasbourg pour développer une technique de numérisation d'œuvres d'art. Alors ça existe déjà la numérisation depuis très longtemps, mais là l'objectif c'était de numériser à la fois la géométrie et la texture de l'objet correctement en une passe en fait, sans travail manuel derrière. Donc c'est un travail qui a été fait, d'ailleurs la personne qui a fait ce travail-là a été recrutée derrière par Unity. Pour poursuivre le sujet, donc c'est qu'il y avait plutôt bien bossé. Voilà, donc ça c'est un exemple. Autre exemple, aujourd'hui on est en train de développer une borne de réalité virtuelle avec le Covid. Alors c'était déjà prévu dans notre plan de développement, mais avec le Covid ça a pris plus d'ampleur. On fait une recherche spécifique sur la question de la désinfection des casques de réalité virtuelle. Donc pour ça on travaille notamment avec une société locale qui est issue de l'INSERM, qui s'appelle Sparta Medical, sur comment on fait pour désinfecter de façon automatique des casques de réalité virtuelle. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et après il y a des exemples, enfin il y a tout un tas de sujets sur effectivement notre perception en réalité virtuelle, sur la partie comment on va naviguer dans un univers de réalité virtuelle, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'outils qui existent et qui marchent assez bien. Et puis après il y a potentiellement une partie matérielle, où là il y a encore des évolutions possibles dans le domaine. Vous faites partie de l'incubateur régional CEMIA. Quel est l'apport de la région aujourd'hui dans vos développements en tant que société, et puis les développements peut-être plus créatifs? Alors, il faut voir que déjà mon projet précédent, la société dans laquelle j'ai travaillé précédemment, Holo3, donc un centre régional d'innovation et de transfert de technologie. Donc en 2007, la région Alsace a mis en place une plateforme de réalité virtuelle. Donc ils étaient en avance de phase en fait, puisque la technologie avait été identifiée en 2005 comme une des 10 technologies clés pour 2015.
Et donc la région avait mis en place une plateforme de réalité virtuelle qui avait été confiée en gestion à Holo3, et moi j'ai été recruté justement pour finalement m'occuper de cette plateforme, développer une équipe de réalité virtuelle autour de cette plateforme et développer un peu la technologie en avance de phase dans la région. Donc au travers de nos actions déjà à cette époque, ça a permis de faire connaître la réalité virtuelle un peu en avance. On a travaillé avec tout un tas de sociétés, je pense que c'est bien là, pour le coup sur la partie de la cathédrale, mais on a travaillé avec d'autres sociétés ou d'autres personnes qui travaillent aujourd'hui en réalité virtuelle dans la région. Donc voilà, donc ça c'est déjà la première chose, c'était quand même un apport assez important. Et après, quand j'ai créé ma société, je dois avouer que j'avais été assez surpris de l'aide que la région peut apporter au travers de SEMIA, tant sur le plan humain, c'est-à-dire en formation, en apport de connaissances au quotidien, d'accompagnement, etc., que sur le plan financier. Il y a beaucoup d'aide, ça fait partie je pense que c'est la région qui doit être la plus généreuse pour les entrepreneurs. Et ce qui est bien, parce que ça permet vraiment de se lancer, d'éviter les risques et d'éviter à des gens de galérer pendant des plombes sur des projets. Donc voilà, donc ça a permis de lancer tout un tas de choses, ça a permis de lancer des sujets très importants et d'évoluer. Donc voilà, sur tous ces sujets-là, SEMIA apporte beaucoup. Merveilleux, on aura l'occasion de continuer la discussion. Cédric Bonin. Vous vouliez présenter dernière, allez-y. Sur le projet de la Statue de la Liberté, donc c'est un projet qu'on porte. Absolument. Là aussi, on permet à des individus de s'immerger dans une réalité dans laquelle, pour le coup, c'est impossible. Et je voulais te donner un exemple justement sur ce projet-là par rapport à la région, puisque la région, au travers d'une AMI qui s'appelle AMI Culture et Création Numérique, donc appel à manifestation d'intérêt, finance en partie ce projet-là, tout comme il avait financé par ailleurs le projet Vaudou. Donc ce sont des financements qui permettent d'initier des projets et qui aujourd'hui nous ont permis aussi, grâce à ça, de débuter sur le projet, d'aller obtenir une aide à l'écriture du CNC, une aide de la région, de la ville de Paris pour ce projet-là. Et puis encore d'autres aides qui sont en cours. Mais voilà, donc c'est un projet qui commence autour de la Statue de la Liberté. Alors, il faut voir que pour Virtual Journey, c'est un projet qui était dans les cartons dès le départ, puisque ça fait partie de ces grands monuments qui sont connus à travers le monde, qui ont un ancrage local avec Auguste Bartholdi, qui est né à Colmar, et puis qui ont la Statue de la Liberté a été en fait fabriquée dans des ateliers à Paris, donc à une période où c'était suite à l'annexion de l'Alsace par la Prusse. Donc voilà, toute une histoire riche, des personnages importants. Donc je parle d'Auguste Bartholdi, mais dans notre histoire en fait, on va suivre finalement la visite de Victor Hugo, qui a vraiment visité les ateliers de construction de Bartholdi. On a un article de journal d'un journaliste qui s'appelle Jules Claretti sur le sujet et qui est très intéressant. Donc Victor Hugo est venu avec sa petite fille, qui s'appelle Jeanne Hugo, qui avait 15 ans à l'époque, et ils sont venus visiter finalement ces ateliers et découvrir la Statue de la Liberté, encore cuivrée, vraiment avec le cuivre d'origine, construite dans les rues de Paris, donc rue de Chazelles, pas très loin du parc Monceau. Et ces ateliers en fait ont une histoire assez énorme aussi, puisqu'ils ont vu passer quasiment tous les toits de Paris, notamment le toit de l'Opéra Garnier, ils ont restauré la colonne Vendôme, etc. Donc il y a une histoire très riche autour de ces ateliers-là. Et donc c'est une histoire où on va découvrir ces ateliers, suivre Victor Hugo, découvrir des techniques qui sont utilisées pour construire la Statue de la Liberté. Voilà, donc j'en dis pas forcément plus, c'était juste pour donner un petit aperçu. Donc c'est un projet qu'on ambitionne de déployer à la fois en Alsace, à Paris et à New York. Alors là, la logique d'immersion, elle est parfaite. La logique de transmission, de découverte, faire pénétrer des individus dans des... pour le coup, alors là, il y a aussi une logique temporelle qui coupait... Dans le passé, c'est pas possible. Voilà, donc, qui nous coupait. Alors, la machine à remonter le temps, voilà, la réalité virtuelle. On est la triple, pour le coup, on fait tomber une triple barrière culturelle, spatiale et également temporelle. Merci pour tout ça. Cédric Bonin, alors donc à votre tour de nous raconter de belles histoires. Vous êtes co-gérant de Sepia Film. Votre métier, c'est la production audiovisuelle. Vous êtes président de l'association des producteurs audiovisuels du Grand Est
2019 à 2021. Vous avez cumulé diverses expériences dans la production, l'exploitation, la distribution internationale, avant de rejoindre Sepia en 2002. Sepia, c'est une société qui est spécialisée dans la production de films documentaires, culturels, historiques, scientifiques, de société, mais également de découvertes, principalement pour les télévisions européennes, mais aussi pour le cinéma et les nouveaux médias. Alors, je ne vais pas faire la liste des nouveaux médias. Ma première question, c'est... On l'a vu avec Silver, mais quel est l'apport de la VR dans votre métier de producteur? On voit ce que c'est pour le coup le métier de producteur, j'allais dire classique ou traditionnel, mais qu'est-ce que la VR, ça apporte de supplémentaire, de surcroît d'émotion peut-être à votre métier de producteur? Alors, je dirais, nous, on est, je dis toujours, on est producteur finalement pour tous les écrans et de documentaires pour tous les écrans. C'est-à-dire que le matériau documentaire, c'est le réel. Et du coup, on part du réel pour raconter une histoire, parce qu'il ne faut pas oublier non plus en réalité virtuelle de raconter des histoires. Il ne faut pas juste faire du waouh, mais il faut donner du sens. Et le documentaire donne du sens en général à tout ça. Et se base aussi sur, ça s'ancre dans le réel. Et donc, tout ce savoir-faire-là, finalement, on peut le déployer sur beaucoup de médias différents. Et effectivement, quand moi, on me parle d'un projet, que je reçois un projet d'un auteur, d'un réalisateur, de quelqu'un que je connais, d'un producteur, une des premières questions que je me pose, c'est effectivement, est-ce que c'est un projet pour la télévision? Est-ce que c'est un projet qu'on peut faire en web-série pour le web, donc qu'on peut créer en épisode? Est-ce que c'est pour le cinéma, pour le grand écran? Est-ce que c'est pour la réalité virtuelle? Je vais en parler après, on commence même à explorer la réalité augmentée. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est que peut-être, c'est finalement en explorant toutes ces manières de raconter le réel, on se remet en cause en permanence, et du coup, les innovations qu'on va aller trouver dans la réalité virtuelle, dans la réalité augmentée, dans la web-série, dans le docu-fiction, dans plein de choses, ça nous oblige finalement à repenser notre métier et à essayer de faire en sorte que les films qu'on fait sont meilleurs, les expériences immersives qu'on fait sont meilleures. Et voilà. Après, forcément, quand on fait un film, on essaye de plonger le spectateur le plus possible dans l'histoire qu'on raconte, dans cette histoire du réel. Et la réalité virtuelle, c'est un peu la possibilité d'aller encore plus loin là-dedans. Donc c'est ça qui, moi, m'a quand même intéressé. Et c'est vrai que après, je me souviens, la première fois, par exemple, je crois que c'était à Laval Virtual, donc c'est un salon de réalité virtuelle. J'ai testé, par exemple, le logiciel Quill. Donc c'est un logiciel de dessin en réalité virtuelle. On est avec un casque et la manette et on commence à dessiner dans l'espace. Et je suis sorti de cette expérience, j'avais l'impression que c'était la meilleure expérience que l'homme ait jamais inventée, en termes de réalité, en termes même pas de réalité virtuelle, je sais pas comment dire, d'expérience interactive. Il y avait un niveau d'immersion dans le truc que je trouvais complètement dingue. Et je me disais, ça peut servir à raconter des histoires du réel, ou à raconter des histoires qui sont passées dans le passé, ou à emmener effectivement encore plus loin sur des problématiques, que ce soit des problématiques environnementales. Nous, on a quand même une grosse ligne éditoriale assez forte sur l'environnement et tout ce qui est des problématiques écologiques. Si on est confronté de plus près encore à ça, ça peut être encore plus fort. Je me souviens aussi d'une expérience que j'avais testée qui s'appelait, je perds le nom, mais en fait c'était un film produit par des Américains sur un prisonnier qui était en isolement. Et en fait, ça s'appelait After Solitary, et ça avait gagné plusieurs prix dans des festivals, et je me souviens l'avoir vu. Et en fait, on était dans la cellule de confinement solitaire avec ce prisonnier, il nous racontait sa vie. Et je pense qu'en termes d'impact, vous pouvez mettre un film d'1 heure, là ça durait 10 minutes, vous sortez, vous êtes bouleversé comme vous n'avez jamais été bouleversé par un film, parce que d'un seul coup, vous êtes à l'intérieur de la cellule, vous voyez l'espace dans lequel le mec est resté enfermé 5 ans tout seul, tellement il n'en pouvait plus d'être tout seul et de tourner en rond, qu'il s'arrachait les poils un par un du corps, et qu'aujourd'hui il ne peut vivre dans une pièce qui ressemble que à sa cellule, parce que sinon en fait ça a créé et en fait il vous raconte tout ça, et c'est une expérience complètement bouleversante, et c'est pourtant 100% documentaire.
puisqu'on a le gars qui est devant nous, qui nous le raconte à l'intérieur de sa cellule. Et ça, je trouve que du coup, voilà, ce truc-là d'impact, de la force de l'histoire qu'on peut raconter, le médium, la réalité virtuelle, il permet d'aller vraiment très loin, quoi. Alors, ce qu'il faut retenir du kiff, c'est la passion avec laquelle et l'émotion avec laquelle les artistes et les producteurs parlent de leur métier. Oui, moi, ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est le réel, il est ce qu'il est. On peut penser qu'il est figé, mais il se raconte. Comme vous dites, le réel se raconte. Et il se raconte avec des modes d'expression, des technologies et des narrations qui sont diverses et variées. Et c'est ce qu'on va découvrir avec votre présentation de Sepia maintenant. Alors donc effectivement, la première expérience effectivement qu'on ait faite en réalité virtuelle, c'est Silver, et je le remercie d'être venu nous chercher pour ça. Ça a été, mais tout de suite on a dit oui parce que forcément on était dans la cathédrale. Mais après on s'est lancé avec France Télévisions, on a fait la première expérience en réalité virtuelle de France Télévisions, Le Goût du risque sur les sports extrêmes. Pareil. Sauter en wingsuit avec Géraldine Fasnard, qui est une Suissesse championne du monde de freeride et aussi une des meilleures au monde en wingsuit. Bon, ben là, on saute de l'aiguille du Midi au Mont Blanc, c'est complètement génial. Et ça, c'est vrai que c'est pareil. Moi, en tout cas, dans la plupart des projets que j'ai produits, cette question de la promesse aux spectateurs, à l'utilisateur, de dire grâce à ça, on vous emmène, vous plongez de façon très puissante dans un endroit où vous ne pouvez pas aller, je veux dire, le sport extrême, c'est typiquement ça. Donc on a fait une série où il y avait plusieurs sports extrêmes. Techniquement, c'était assez costaud. Alors là, c'est vrai qu'on posait la question de l'innovation. À l'époque, quand on a commencé effectivement le projet sur la cathédrale, et même encore après, il y avait, en gros, il y avait très peu, la techno était encore très peu mature. Du coup, il y avait pas mal de R&D à faire, bricolage, on va dire, puisque nous, on est une société de production, on n'est pas forcément des sociétés. Mais on a quand même bricolé avec d'autres boîtes. À l'époque, c'était avec des V-Mobile. On a essayé, on faisait un peu essai-erreur, la méthode un peu simple, et on essayait de trouver des solutions pour pouvoir proposer la meilleure expérience possible avec ce qu'il existait à l'époque. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même des outils comme Unity, Unreal Engine qui sont quand même ultra puissants, super bien conçus. Je pense que, disons, là où nous on veut aller, ces outils permettent aujourd'hui, et les casques aussi, qui sont quand même relativement beaucoup plus performants qu'à l'époque où on a commencé, et ils vont encore l'être plus. Nous, on a moins besoin de R&D aujourd'hui. Je pense qu'on a à notre disposition, en termes de production, un peu plus ces outils. Je pense qu'il y a une frontière qui n'est pas encore atteinte, notamment sur le documentaire en réalité virtuelle, qui est la question de la vidéo volumétrique. Alors, je ne sais pas si c'est un gros mot, je ne sais pas si on en a parlé ici, mais la vidéo volumétrique, en gros, c'est comme si on filmait avec une caméra, sauf qu'au lieu de filmer ensuite et de restituer une image à plat, chaque pixel de l'image a une donnée de profondeur. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ça permet de quasiment modéliser en temps réel avec une image qui ressemble à une image de caméra vidéo, sauf que d'un coup, cette image vidéo, elle se crée en volume. Et là, ce truc-là, ça commence, mais ça demande quand même des quantités de données qui sont pas simples. Mais ça, je pense que ça peut être c'est une des frontières pour arriver à créer quelque chose de vraiment abouti en termes d'esthétique, en termes de qualité, auquel on n'est pas. Mais par contre, quand ça marchera, vraiment, ça va être super pour le documentaire, quoi. Donc ça, c'est peut-être un truc sur lequel il y a... Nous, on ne va pas se lancer, on est trop petits, et puis c'est pas... Voilà, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui bossent sur cette question-là, et la vidéo volumétrique, je pense que c'est un des prochains sujets qui est important. Donc ça, c'est un... Pareil, on est allé avec des apnéistes, les 3 meilleurs apnéistes du monde, on va dire. Et on plonge avec eux pour découvrir ce que c'est que l'apnée. Dans Dolphin Man, c'était un peu dans la continuité de Jacques Mayol, celui qui a inspiré le Grand Bleu, qui était le pionnier de l'apnée en France. Et donc, c'est un projet qu'on a coproduit avec Arte, qui a bien tourné dans pas mal de festivals. MK2 l'a distribué. Il a été aussi, il a trouvé diverses sources d'exploitation. C'était aussi une bonne expérience à développer. C'était toujours en vidéo 360, ce qu'on a fait à ce moment-là, mais parce que c'était du documentaire.
Ensuite, on a créé une série aussi avec Arte, Art Stories. On allait dans plusieurs endroits, notamment là, il y avait, et là c'est ce qu'on voit, c'est la grotte Chauvet, mais on est allé aussi au château de Fontainebleau, à l'opéra de Wagner. Enfin, on traitait comme ça plusieurs sujets. Et c'est vrai qu'Arte avait aussi envie à cette époque-là. Maintenant, ils ont un peu ralenti, ils ont un peu baissé la voilure sur ce plan-là, mais essayer d'explorer aussi un peu le médium de la réalité virtuelle. Et donc, effectivement, sur le plan culturel, enfin, sur des documentaires culturels, ça les intéressait d'essayer avec nous de produire ces documentaires. Et ça a été, et là, ce que ça nous a amené aussi, c'est toujours intéressant à savoir, c'est que moi, en tant que producteur, je me suis aussi rendu compte que des fois, on pouvait avoir des projets assez innovants comme ceux-là. Donc, on a commencé par un projet qui était en réalité virtuelle. Mais finalement, ce projet en réalité virtuelle, il a débouché sur 5 documentaires TV qu'on a fait avec Arte. Donc, même en termes de business, indirectement, finalement, le bénéfice collatéral pour nous, c'est qu'au-delà de produire une série en réalité virtuelle, on a en plus produit une série télé avec Arte, un peu sur les mêmes lieux et tout ça, etc. Donc c'est aussi assez intéressant parce que, bon, quand on est producteur, on arrive, il y a plein de bons producteurs en France. Quand les dossiers arrivent chez les chaînes, notamment chez Arte, je sais pas, Arte, il y a une des unités, ils reçoivent 1800 projets par an, ils en produisent 80. Pour que le vôtre se retrouve en haut de la pile et soit choisi, c'est pas facile. Si vous avez une dimension réalité virtuelle, que vous êtes bimédia, que du coup votre projet sort un peu du lot, et nous, ça a toujours été un peu notre stratégie de se dire, voilà, grâce à peut-être enfin, quand ça s'y prête, comme ici, on peut proposer ça. Et après, là, alors ça, c'est aussi un rebond finalement dans l'autre sens avec Silver. C'est vrai quand on a commencé, on a un peu travaillé ensemble sur le projet, sur le vaudou avec le musée Vaudou de Strasbourg, et on s'est dit, purée, mais il y a quand même un truc qui est génial, c'est que quand les rites vaudous sont pratiqués, et notamment les phases de transe, ça permet aux initiés de rentrer dans une espèce de réalité alternative, voilà, exactement, alternative, et de rentrer en communication avec les esprits, les ancêtres, les divinités, et de trouver conseil pour vivre au quotidien et trouver des solutions dans sa vie quotidienne. Et on s'est dit, mais ça, il faudrait, enfin justement, c'est de nouveau aller là où personne ne peut aller, et c'est en même temps parler de cette culture et d'aller encore un pas plus loin que juste de montrer ce qu'on a fait, la première étape finalement avec Silver, de montrer les cérémonies. Nous, on veut dire, mais derrière la cérémonie, il y a quoi qui se passe dans la tête. Voilà. Donc, là, on est dans Inception. Là, c'est Inception, c'est-à-dire que vous rentrez dans le corps de quelqu'un qui lui-même est dans le corps de quelqu'un. Un petit peu, ouais, c'est ça. Exactement, ce serait l'idée. Donc là, on est en train de développer. On a eu des soutiens de l'Union européenne, la région aussi. Grand Est nous soutient sur ce projet, l'Institut français. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on puisse raconter, parce que là, le musée vaudou, c'est le vaudou du Bénin, qui est le vaudou originel. Mais en fait, le vaudou a essaimé partout dans le monde. Et aujourd'hui, il y a 50 millions de pratiquants dans le monde. Et donc, nous, l'idée, c'est de raconter aussi d'autres vaudous. Donc, c'est une mini-série. Et ça, on est en train de le développer. C'est un des projets sur lesquels on travaille. Et maintenant, on a aussi travaillé, ça je trouve c'est assez intéressant, c'est encore un peu je trouve embryonnaire, mais ça se développe. C'est une artiste strasbourgeoise, voilà, Mali Haroun, qui a eu le Grand Prix du Salon de Montrouge, et qui est le prix de révélation de la jeune artiste, voilà. Et elle a pu avoir une exposition, un solo show au Palais de Tokyo, et le Palais de Tokyo lui a dit, ce serait bien que vous vous confrontiez avec le médium de la réalité virtuelle. Et donc, comme on se connaissait, qu'elle savait que nous on en avait fait, elle a voulu qu'on produise cette vidéo d'art ensemble. Et donc, on a produit cette vidéo d'art Mutatis, tournée au jardin botanique de Strasbourg. Et c'était une bonne expérience. MK2 aussi, pareil, VR l'a distribué. Et ça a pas mal tourné. Et c'était assez intéressant aussi de produire ça. Donc, je pense que le champ de l'art contemporain, des arts plastiques et tout ça, etc., est encore pas tout à fait dans le truc. Et je vais juste parler d'un dernier projet, c'est que moi je trouve intéressant, c'est qu'aussi on travaille sur Andy Reality. Donc c'est un projet qui a été amené par une société qui s'appelle Cajusi, qui fait du conseil pour l'inclusion du handicap en entreprise. Et du coup, l'idée c'est qu'on crée des situations d'entreprise où on est à la place de la personne handicapée. Et en comprenant comment on peut compenser le handicap dans cette situation-là,
finalement, et en ayant ensuite des débriefings avec, je ne sais pas si on les voit bien, mais avec des experts qui ont le handicap en question, on est, nous, quelque part dans du documentaire, mais en fait, on est plus là dans un format e-learning parce que ce ne sera pas diffusé ailleurs que dans des entreprises. C'est vraiment pour faire de la sensibilisation, pour faire une forme d'e-learning aussi, et faire en sorte que les personnes en situation de handicap peuvent être plus facilement embauchées. Voilà. Et donc, nous, tout ce qu'on a accumulé comme savoir-faire sur le documentaire, que ce soit sur des sujets sport extrême, apnée ou effectivement patrimoine, on peut là-dedans commencer à effectivement proposer d'autres expériences avec peut-être une diffusion moins culturelle, mais là une diffusion plus utile peut-être. Voilà, et je trouve que ça c'était un projet vachement intéressant. J'ai une question rapide à tous les deux, puis ensuite on va accueillir nos deux autres intervenants. Vous avez un savoir immense entre les mains et dans la tête, un savoir qui est un bénéfice culturel et un bénéfice aussi en termes de sous, un bénéfice monétaire. Comment vous transmettez ce savoir? Est-ce que vous donnez des cours à la fac, dans les universités? Comment vous transmettez tout ça? Moi, je donne des cours, effectivement. Alors, c'est à l'EM. Ça reste assez limité, mais oui, je donne des cours. Et puis, j'ai toujours... quand j'étais chez Elo3, notamment, j'encourageais... j'avais quelqu'un qui était thésard, j'encourageais à aller donner des cours à la fac, parce que c'est important, effectivement, de transmettre tout ça. Cédric? Moi, je donne des cours, mais pas sur tout ce qui est réalité mixte ou augmentée ou virtuelle. Je pense qu'on est peut-être encore, on sait des choses, mais en même temps, on en apprend tout le temps, quoi. Voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est pas, pour l'instant, peut-être dans quelques années, on fera des cours. Merci infiniment.